Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Les titres de l'actualité tout de suite. Les agriculteurs affirment leur opposition au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Vous le savez, des manifestations ont éclaté partout en France. Nous y reviendrons avec notre partenaire Via Occitanie. Nous nous rendrons ensuite dans les Vosges où les Restos du Cœur ont lancé leur 40e campagne d'hiver. Notre partenaire Vosges TV était sur place pour rencontrer certains bénéficiaires. Puis direction la Bretagne dans ce journal où depuis la rentrée, les enfants suivent leurs cours dans une yourte pour répondre à la hausse des effectifs dans les classes. Une manière innovante d'apprendre présentée par notre partenaire TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. Enfin, nous nous rendrons au cœur d'une entreprise qui fait revivre l'iconique mascotte des JO, la Frige, cette fois revêtue de son habit des fêtes pour Noël. C'est notre partenaire TVR qui est sur place. Partout en France, les agriculteurs affirment leur opposition au traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Cet accord vise à supprimer presque tous les droits de douane, mais il suscite de vives inquiétudes. En Occitanie, les exploitants dénoncent une concurrence qu'ils jugent déloyale. Cette semaine, une délégation et des jeunes agriculteurs a été reçue en préfecture et espère ainsi ouvrir la voie à l'issue de la crise. Notre partenaire Via Occitanie s'est rendu sur place. 2 citernes de 60 000 litres de vin blanc d'origine espagnole vidées dans le bouchon créé par le blocage du péage du Boulou. Le symbole de la colère des agriculteurs car ce vin était destiné à un client français en Bourgogne. Il est exporté pour aller dans le 21 vers Dijon. C'est quand même grave ce qu'on voit. Ça veut dire qu'il y a encore des Français qui osent acheter du vin qui vient d'autres pays. Alors qu'en France, il y a des agriculteurs et des viticulteurs qui sont en train de crever la dalle et qu'on leur demande d'arracher les vignes. C'est ça qui est fou. Une centaine d'agriculteurs de toute la région et même de Nouvelle-Aquitaine avaient envahi un peu plus tôt la barrière de péage frontalière sur l'A9 dans le sens Espagne-France. En ligne de mire, le Mercosur, ce traité de libre-échange avec les pays d'Amérique du Sud dont les agriculteurs ne veulent pas. Mais la crise est bien plus profonde. Nous, on ne veut pas vivre de primes, on veut vivre de nos prix. On veut avoir des prix pour nos produits, que l'on produit merveilleusement bien, quoi. Si on a une concurrence tellement déloyale avec les pays d'à côté, notamment l'Espagne, c'est qu'ici en France, on est perclus de normes qui font que même pour aller pisser le matin, il faut demander 3 autorisations, quoi. Donc du coup, la ministre de l'Agriculture, bon, une erreur de casting, une de plus, hein. Nous, on n'a rien à lui dire. Hein. Si quelques voitures ont réussi à passer, la circulation sur l'autoroute est à présent totalement interrompue en provenance d'Espagne. Les agriculteurs ont bien l'intention de rester sur place dans les prochains jours en attendant des réponses concrètes du gouvernement. Vous venez de le voir, les agriculteurs unissent leur voix, qu'ils soient en Occitanie ou encore en Haute-Vienne. Là-bas, ils dénoncent aussi l'absence de mesures concrètes pour alléger leur quotidien. Entre réunions en préfecture et intensification des manifestations, les revendications se multiplient. Reportage de notre partenaire 7 à Limoges. Les panneaux des communes de la Haute-Vienne se retrouvent parmi les décorations de Noël dans le centre-ville de Limoges. Une trentaine d'agriculteurs du département se sont rassemblés dans le centre-ville pour protester contre la volonté d'un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. On manifeste parce qu'il y a un traité qui risque d'être signé, c'est le Mercosur, et dans notre département et pour les agriculteurs qui font de l'élevage allaitant et d'autres aussi le maïs et plein de choses, on est contre ce traité. On va importer de la viande du Brésil qui ne respecte pas nos standards de qualité, qui va arriver découpée en morceaux et qui va concurrencer notre viande. Ils veulent faire rentrer de la viande qui n'est pas conforme à celle française, mais s'ils font rentrer de la viande à 2 € et quelque chose du Mercosur, la nôtre sera moins valorisée que celle qui va rentrer, quoi, parce qu'ils vont peut-être acheter moins cher, mais manger moins bien. Au niveau local et rural, les élus se mobilisent aussi contre le projet d'accord. L'agriculture, pour nous, c'est vraiment une force économique essentielle dans nos territoires ruraux. Nous sommes là pour les soutenir et nous sommes contre ces accords Mercosur là, qui vont tout à fait à l'encontre de l'intérêt de notre population au niveau sanitaire, au niveau environnemental. Et puis aussi pour la survie du monde agricole. La situation est calme à Limoges, mais il y a comme une promesse d'escalade. Pour le moment, c'est gentil, on va dire. On n'a pas bloqué tout ça, mais peut-être que par la suite, on fera des blocages.
Situation également tendue en Martinique, où Rodrigue Petitot, le président du Rassemblement pour la protection des peuples et des ressources afro-caribéens, a été placé sous contrôle judiciaire. Son procès en comparution immédiate est reporté au 21 janvier prochain. Retour sur les enjeux de ce procès avec notre partenaire sur place via ATV Martinique. Ils sont plusieurs centaines à soutenir Rodrigue Petitot au terme de sa comparution immédiate pour violation de domicile du préfet, menaces, actes d'intimidation, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique, mais aussi pour rébellion et incitation à la rébellion. Le R ressort libre, mais toujours sous contrôle judiciaire. On a quand même une première victoire puisque je ne pars pas en détention. En quelque part, le juge entend bien qu'il n'y a pas matière à me mettre derrière les barreaux. Surtout que depuis le début de A à Z, j'ai toujours dit que je n'ai pas commis d'infraction. Donc je n'ai pas violé de domicile, je n'ai pas été violent. Nous avons des vidéos qui étayent tout ça. Ce qu'il faut qu'on garde en tête, c'est qu'on a un ministre qui est quand même venu, qui est repenti et qui n'a pas écouté la souffrance du peuple. Après plus de 5 heures d'audience, le tribunal rejette la requête de détention provisoire du ministère public pour répondre favorablement à la demande de renvoi des maîtres Germany, Bellemare et Arneton. Le 21 janvier 2025, nous viendrons pour plaider. Entre-temps, il y a des actes qui ont été demandés par la défense et une grande partie d'entre eux a été acceptée par le président par le tribunal. Il y a des personnes qui étaient là le soir des faits, qui n'ont jamais été entendues par les enquêteurs et il nous apparaît totalement logique que ces personnes soient entendues pour qu'on puisse confronter les versions de ces personnes présentes et non pas se contenter seulement des versions des personnes qui se plaignent. Le contrôle judiciaire du président du RPRAC s'accompagne de restrictions. L'interdiction de sortir de chez lui de 21h à 6h du matin, interdiction d'être en contact avec le préfet, d'aller à la résidence préfectorale ou à la préfecture. Il a aussi l'obligation de se présenter au commissariat une fois par semaine. Si Rodrigue Petitot prône le calme, il appelle aussi au boycott des grandes surfaces pour poursuivre la lutte contre la vie chère. Et en ce moment, l'équilibre des budgets départementaux est au cœur des préoccupations en France. L'annonce de coupes budgétaires de 5 milliards d'euros pour les collectivités intensifie les tensions croissantes entre les départements et l'État. En Haute-Savoie, vous allez le voir, le conseil départemental s'est réuni en séance publique à Annecy et les élus y ont évoqué ces mesures qu'ils jugent absolument insoutenables. Notre partenaire 8 Mont-Blanc a suivi cette réunion. Annoncé il y a maintenant un mois, la coupe de 5 milliards d'euros dans le budget des collectivités prévu dans le projet de loi de finances 2025 continue d'inquiéter les élus. Réunis en séance publique consacrée notamment au débat d'orientation budgétaire, les conseillers départementaux de Haute-Savoie ont tiré la sonnette d'alarme. Sur les 5 milliards qui seraient prélevés aux collectivités, il y en a la moitié qui seraient prélevés aux départements, alors même que c'est nous qui avons les dépenses sociales, les pompiers, qu'on n'a plus de recettes dynamiques, on n'a plus de moyens de jouer sur nos recettes, et puis on a des dépenses sociales qui sont imposées par l'État, et donc nous sommes en grande difficulté. Les 100 départements de France sont en grande difficulté. Il vaut mieux être en Haute-Savoie que nulle part ailleurs, mais il faut quand même qu'on soit prudent en attendant le vote du budget. Le PLF 2025 aura forcément un impact sur l'élaboration et la mise en place du budget pour l'année prochaine en Haute-Savoie. Si on avait toujours 400 millions d'euros de recettes des droits de mutation, je dirais rien. J'aurais honte de dire quelque chose. Mais on est tombé à 250 millions. Et puis sur les 2 dernières années, on nous a fait dépenser de manière obligatoire et contrainte, c'est pas nous qui avons décidé, 80 millions d'euros de dépenses sociales en plus. Donc on a envie de dire au gouvernement, ne nous demandez pas encore un effort supplémentaire tant qu'on n'a pas retrouvé les recettes. Quoi qu'il en soit et malgré quelques tensions apparues en Corse, les élus départementaux haut-savoyards ont confirmé que la collectivité continuerait d'investir dans les secteurs prioritaires que sont les collèges, les routes et le social. Et alors que les départements s'inquiètent des coupes budgétaires imposées par l'État, certaines écoles, elles, innovent pour répondre à la hausse des effectifs. C'est le cas à Sulniac, en Bretagne, où les enfants suivent leurs cours dans une yourte depuis la rentrée. Une solution originale et pratique pour répondre à la demande d'espace, tout en offrant une expérience pédagogique unique. Un reportage d'Eva Thomas pour notre partenaire TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme. C'est la fin de la récré pour ces élèves de petite et moyenne section de l'école Saint-Jean-Baptiste à Sulniac. Retour en classe, ou plutôt dans la yourte. Est-ce que c'est mieux d'être dans une yourte que dans une salle de classe ? Dans la yourte. Cette année, le nombre d'élèves dans l'école a augmenté. Face au manque de place, l'école a dû trouver rapidement le moyen d'accueillir tout le monde. Alors, la yourte s'est imposée comme la solution idéale. En termes de coût, c'était pas beaucoup plus cher qu'un préfabriqué. Tout équipé, elle était à 65 000 €, la yourte de 80 mètres carrés. Et on pourra
pourra éventuellement la revendre ensuite quand les travaux sont terminés ou après, si on veut la pérenniser, faire toutes les démarches administratives pour vraiment l'implanter définitivement. Au-delà de ses avantages financiers, la yourte a séduit l'équipe enseignante pour ses valeurs écologiques. Proche de la nature, proche des enfants, on est très attentif aussi au rythme des enfants. Et c'est vrai que la yourte correspondait bien à ces envies et à notre thème d'école. En Bretagne, l'utilisation de la yourte comme salle de classe prend de plus en plus d'ampleur. Aujourd'hui, dans la région, 7 écoles ont opté pour cette solution. Autre projet qui cherche à réinventer l'expérience scolaire, la pause numérique. Depuis septembre, elle s'invite dans 200 collèges en France. Au programme, plus de téléphone en salle de classe, ni dans la cour d'ailleurs, une mesure pour reconnecter les élèves à la vraie vie. Au collège Jean Renoir de Montier-en-Der, l'expérience a débuté après la Toussaint. Retour sur les impressions des élèves et des enseignants avec notre partenaire Puissance TV. Depuis 2 semaines, tous les matins, c'est le même rituel pour Arthur. Il range son téléphone portable dans son casier avant de partir en classe et il ne le récupérera qu'à la fin de la journée. Je trouve que c'est bien parce qu'on pense moins à notre téléphone et du coup c'est mieux, on réfléchit plus en cours. C'est une bonne idée parce que les élèves ils sortent le téléphone pendant les cours et ils filment et après ils postent sur TikTok et tout donc c'est pas plus mal. Déjà interdit auparavant en classe, le téléphone n'est maintenant même plus une tentation pour regarder l'heure ou envoyer des messages. Pour les enseignants aussi, les bénéfices sont là. Enlever le portable nous enlève une source de distraction à gérer et on peut davantage solliciter les élèves dans leur concentration. Ça nous fait une charge mentale en moins, notamment pendant les évaluations ou pendant nos activités. L'établissement haut-marnais a décidé de se porter volontaire pour expérimenter la pause numérique, une action gouvernementale pour renforcer l'interdiction des téléphones portables dans les collèges. Ça se passe très bien, les élèves ont pris bien conscience de l'enjeu. On n'est pas du tout dans la sanction ni la punition, on est vraiment dans l'accompagnement, on est dans la bienveillance. L'enjeu est avant tout éducatif en y associant les parents et notamment contribuera à la prévention du harcèlement scolaire. À l'origine, cette pause numérique était censée se généraliser dans tous les collèges français en janvier 2025, mais avec les nombreux changements ministériels, cette date sera sûrement repoussée. Pour l'instant, seulement 3 établissements en Haute-Marne l'ont mise en place. Cette semaine, la 40e campagne d'hiver des Restos du Cœur a débuté. Dans les Vosges, plus de 8000 personnes se rendent chaque semaine dans l'un des 24 centres mis en place pour obtenir des denrées alimentaires. Cette année, un focus particulier est mis sur les enfants de moins de 36 mois et les familles monoparentales afin de répondre aux besoins croissants dans la région. Notre partenaire Vosges TV a interrogé plusieurs demandeurs d'aide. Écoutez-les. J'ai eu un souci de voiture et puis pas la possibilité d'en racheter. Donc dès qu'on peut plus se déplacer, on peut plus les travailler. On gagne plus rien, c'est compliqué. On arrive à avoir au moins chaque semaine quelque chose pour subvenir aux besoins de la petite famille. Donc pour moi, ça nous aide énormément. Comme vous venez de le voir, chaque geste compte et la solidarité s'organise sur tous les fronts. À l'approche des fêtes, la Banque alimentaire prépare sa grande collecte nationale. Dans l'Aube, de nombreux bénévoles sont mobilisés pour remplir les étagères des banques locales. Un reportage signé Christian Vieira pour notre partenaire Canal 32. La Banque alimentaire fonctionne grâce à ses bénévoles. Cette semaine, ils ont préparé les kits pour la grande collecte nationale dans une 60aine de grandes surfaces de l'Aube. Durant les 2 jours de collecte, chaque citoyen est appelé à donner selon ses moyens des denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Des boîtes de conserve, des bonbons parfois, parce que je trouve que c'est pas mal pour les enfants qui en manquent, donc pas de produits frais, mais aussi des produits hygiéniques, parce que c'est des produits qui coûtent cher. Ces dons représentent entre 8 et 10% du tonnage de denrées alimentaires et de produits d'hygiène redistribués par une trentaine d'associations de l'Aube qui viennent compléter leur stock à la Banque alimentaire. Cette collecte permet de constituer un fonds qui viendra appuyer ces associations tout au long de l'année. Sur les 2 journées de collecte, 50 tonnes. Voilà. Sur 630 tonnes
que l'on distribue aux gens durant l'année. Comme d'autres organisations solidaires, la Banque alimentaire cherche en permanence des bénévoles. Pour cette collecte ponctuelle et nationale, un simple appel permet de s'inscrire pour y participer. On a 2 salariés et 60 bénévoles. Et pour cette opération, on a besoin de 600 à 700 bénévoles. Le bénévolat, ça apporte autant que ce qu'on donne. Et c'est vrai parce qu'il y a la satisfaction de rendre service. Aujourd'hui, toutes les associations diverses et variées fermeraient. La société ne fonctionnerait plus. Son président reste vigilant sur l'impact des restrictions budgétaires. L'appui d'entreprises comme ici le soutien de GRDF pour un montant de 1 500 € et des dons directs permettent de maintenir la mission d'entraide. C'est du matériel aussi, effectivement les chasubles qui ont été donnés l'année dernière. Donc ça peut être effectivement sous différentes formes. Ça peut être aussi du matériel informatique, on vient d'en discuter. On a des écrans qu'on va pouvoir donner à la Banque alimentaire. La Banque alimentaire de l'Aube coordonne une seconde collecte annuelle durant le mois de mai. Selon son président, le nombre de bénéficiaires continue d'augmenter, qu'ils soient étudiants, retraités, actifs ou sans emploi. Cette semaine, c'est Nicolas Mayer-Rossignol qui était l'invité de l'émission Face au territoire, diffusée sur TV5 Monde avec la presse quotidienne régionale. Le maire de Rouen et président de la métropole Rouen-Normandie a répondu aux questions concernant son état de santé. Vous savez qu'il avait rendu public une lettre où il expliquait et commentait son cancer. Écoutez-le. Je voudrais revenir d'abord sur ce qui a été votre actualité il y a quelques jours, Nicolas Mayer-Rossignol. Vous avez annoncé par communiqué, c'est inédit pour un homme politique, votre cancer. Et sans revenir sur la maladie elle-même, je voulais savoir et connaître, car c'est le cas de beaucoup de nos compatriotes, comment vous avez géré ça familialement parlant, personnellement parlant. Comment ça se passe quand on annonce ça à sa famille ? À l'époque, donc c'était en 2022, il a fallu l'expliquer à mes enfants dans des mots simples, puisqu'ils étaient relativement jeunes à l'époque. Et puis ensuite, et ça je voudrais insister là-dessus, plus récemment avec ma compagne, en discutant aussi avec des amis, et c'est beaucoup dans le cercle très fermé avec ma compagne, on a réfléchi à comment on peut, plutôt que de dévoiler publiquement ma situation personnelle, voilà, c'est sans doute important pour moi, mais c'est peut-être pas le plus important, comment faire quelque chose de positif, d'utile à la société. Essayer de le transformer en quelque chose de politiquement utile, politique au bon sens du terme. D'ailleurs, est-ce que le monde politique, qui vous a sans doute parlé après ce communiqué, a été à l'aune de ce que vous espériez ? En termes d'empathie et de... J'ai reçu beaucoup de messages de sympathie. Y compris des adversaires, des tirs. Oui, bien sûr, j'ai reçu des messages de beaucoup de gens et je les en remercie. Allez, peut-être que parfois il y a un peu d'hypocrisie si je suis un peu, comment dire, parano, mais non, mais je veux pas être malveillant ou mal m'exprimer. J'ai reçu plein de messages de sympathie, c'est sympa, voilà, tout simplement. Et ils ont fait rêver le monde entier cet été. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris sont terminés. Mais la mascotte, l'iconique Frige, continue de faire parler d'elle. Non seulement elle a connu un très grand succès, mais elle s'habille désormais pour les fêtes de Noël. L'occasion pour les fans de garder un souvenir festif de cet événement mondial. Notre partenaire TVR a été à la rencontre de Mélanie, couturière dans l'entreprise qui fabrique ces peluches. Écoutez-la. Quand on est couturière, on ne s'attend pas à être mis sur le devant de la scène comme ça. C'est plutôt un métier, ce que je disais, de petites mains cachées derrière discrètement. On fait notre travail et puis on ne nous voit jamais. Que notre produit comme ça soit aussi connu et qu'il y ait eu autant d'engouement, du coup, pour ce que nous, on a produit, on est content, on est fiers. Alors que la COP29 est terminée et face à l'urgence environnementale, de plus en plus d'entreprises françaises prennent les devants pour intégrer l'écologie au cœur de leur stratégie. Dans la Loire, vous allez le voir, une usine spécialisée dans le verre a été récompensée pour son engagement, une distinction qui souligne le rôle des industriels dans la transition énergétique. Un reportage de notre partenaire sur place, TL7. C'est une concrétisation pour son engagement environnemental. L'entreprise Verallia reçoit le trophée France 2030. Premier fabricant de bouteilles et bocaux en verre en Europe, cette usine fabrique 400 millions de bouteilles par an en utilisant principalement du verre recyclé. Et pour continuer son combat dans la décarbonation, ce verrier passe au four hybride en 2026. Ce qui est essentiel, c'est qu'on puisse s'inscrire dans l'avenir en réduisant notre empreinte de CO2. Et donc pour les équipes ici, ce que ça veut dire se projeter dans l'avenir, donc avoir de l'avenir, avoir une perspective, et une perspective écologique.
pour avoir un impact sur l'environnement. Donc c'est donc allié un avenir économique et un avenir écologique. Et c'est la pérennité pour le site puisque c'est un four qui va tourner pendant 10 à 15 ans. Pour ce changement, le label France 2030 a participé à hauteur de 14 millions d'euros. Avec ce nouveau four, l'usine va économiser 60% d'émissions de CO2, une initiative qu'a voulu souligner le secrétaire général pour l'investissement. Ce trophée, derrière lui, il y a un contrat entre l'entreprise et l'État. Ce contrat prévoit cette innovation qui est ce four électrique et on suivra effectivement que ce four se mette en place et on les aidera éventuellement s'il y a des difficultés. Mais je ne doute pas qu'il n'y en ait pas parce que vu la qualité des gens qui travaillent ici, ça va très bien se passer. Dans la Loire, c'est 58 entreprises qui ont déjà reçu ce trophée. D'autres pourraient aussi en recevoir dans les prochaines semaines. Toujours sur le terrain de l'écologie, pour réduire leur consommation d'énergie, plusieurs communes optent désormais pour l'extinction nocturne de l'éclairage public. Une solution qui s'avère dangereuse pour la sécurité des conducteurs. Mais à Pessac, en Gironde, une entreprise a imaginé une peinture phosphorescente pour éclairer les espaces publics sans consommer de courant. Une idée lumineuse qui pourrait inspirer d'autres collectivités. Reportage signé TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. En l'absence d'éclairage, cette signalétique luminescente guide piétons et cyclistes, malgré la nuit noire. Une solution moins énergivore que l'éclairage public, fabriquée à Pessac et exportée partout dans le monde. On a une matière qui va être luminescente. L'étape suivante, ça a été d'extraire ces pigments. Et une fois qu'on a le pigment sous sa forme solide, eh bien on en fait une peinture. La peinture, obtenue grâce à un procédé chimique complexe, s'illumine dès la nuit tombée et sécurise les usagers de la route sur plusieurs dizaines de mètres et pendant 10 heures. De quoi peut-être pallier la suppression de l'éclairage public et aussi réduire l'impact environnemental des communes. La peinture luminescente, en fait, elle capte la journée, elle émet la nuit. C'est quelque chose qui ne consomme pas d'électricité, qui n'émet pas de CO2. Donc on est vraiment dans le remplacement de la technologie du tout électrique. Une peinture également économique, puisqu'elle est moins coûteuse qu'une installation classique. Il faut compter entre 200 000 et 400 000 euros pour la réalisation d'1 kilomètre d'éclairage public. Lorsqu'on déploie une technologie comme luminochrome, de marquage luminescent, ça va être un coût à peu près pour la collectivité de 10 000 euros au kilomètre. D'autres solutions existent, à l'image de la technologie Flowell, imaginée par l'entreprise Cola, qui prend la forme de LED intégré au sol. L'efficacité d'un dispositif comme luminochrome reste encore à prouver, notamment en fonction du vieillissement et de l'encrassement de la peinture. Si vous cherchez une destination pour les fêtes, vous pourriez vous rendre à Malaga, en Espagne, où une exposition unique sur les rois mages vient d'ouvrir ses portes. Avec 4000 objets d'art et pièces historiques, ce projet, réalisé par Joël Soler, invite à découvrir l'univers et le message des rois mages à travers les âges. Une très belle initiative qui prône l'universalité des cultures, des civilisations et des religions. Un véritable voyage à travers l'histoire à ne pas manquer. Regardez ce reportage de notre reporter Christophe Rigaud qui était sur place. Un voyage au pays des rois mages, c'est ce que propose cette exposition itinérante qui s'est ouverte à Malaga en Espagne. L'exposition présente l'histoire et l'héritage des rois mages ainsi que leur influence sur le dialogue entre les cultures et les religions. Une collection unique au monde de 4000 œuvres rassemblées par le réalisateur Joël Soler, un passionné qui prône l'universalité et la tolérance. Le vrai trésor, en fait, c'est ce message des rois mages, des sages de différentes religions qui ont traversé le monde pour voir un enfant, un nouveau Messie, sans richesse, sans trône. Et l'idée, en fait, de cette exposition, c'est de montrer aussi, à travers des œuvres d'art, ce message de coexistence. L'exposition est présentée comme un film, avec un mélange d'œuvres d'art, d'images tournées aux quatre coins du monde et de réalité virtuelle. Une exposition qui se veut un pont entre les communautés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de connexions à autres civilisations, autres cultures aussi. Tout le monde se retrouve, on est vraiment les trois religions, toutes les religions qui se trouvent ensemble. Et c'est un impact sur la situation, que le vivre ensemble est si important. À l'occasion de cette exposition, l'acteur Antonio Banderas a été honoré pour son soutien aux initiatives culturelles favorisant les liens entre les communautés
Un message universel qui devrait accompagner cette exposition itinérante sur tous les continents. Et puis cette semaine, vous pourrez retrouver en kiosque 2 éditions spéciales du Point, consacrées l'une à Bordeaux et l'autre à Marseille. Vous pourrez y retrouver un focus sur l'attractivité du port de la Lune dans la ville de Bordeaux. Un peu plus au sud-est, à Marseille, il sera plutôt question d'évoquer le nouveau statut de capitale de la mode que s'est octroyé la cité phocéenne. Voilà, ces éditions du Point local sont à retrouver dans vos kiosques dès ce week-end. Cette semaine, les ministres français et ivoiriens ont célébré le lancement du processus de restitution d'un tambour pour symboliser la coopération culturelle entre les 2 pays. Cette restitution fait suite à la demande du président ivoirien et aux engagements pris par la France lors du sommet Afrique-France de 2021. Un accord a été signé pour préparer le transfert du tambour au musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir suivi le Grand JT des Territoires et je vous retrouve avec très grand plaisir pour une prochaine édition. Au revoir.